Cinéma d'Asie d'hier et d'aujourd'hui, c'est un projet qui est à l'initiative de Michel Marie, qui était professeur à Paris 3, qui travaille beaucoup avec Armand Collin et Duno, qui est venu me voir avec l'idée d'essayer d'écrire un livre reprenant, résumant de façon très brève toute l'histoire du cinéma asiatique. Et c'est un projet qui rentrait dans mes compétences parce que ce sont des cinémas auxquels je m'intéresse depuis un petit moment et qui en même temps fonctionnait bien par rapport aux activités que j'avais à ce moment-là. J'étais sur le point de partir au Japon pour une année, effectuer un post-doctorat de recherche pour étudier le cinéma du Japon et de ses colonies, donc avant 1945. Donc le Japon, la Corée, Taïwan et la Mandchourie, même si la production cinématographique était faible. Comme j'avais déjà travaillé dans ma thèse sur la période d'après, de 1945 à aujourd'hui, j'allais compléter et c'était une bonne occasion de faire le bilan au fond de la totalité de mon travail. En même temps, je m'engageais dans un programme de recherche qui est un programme d'histoire. Je venais de l'analyse et il me semblait que l'histoire était aussi l'élément qui permettait de faire ce livre-là. Donc on est parti avec cette idée-là, ce projet-là. Au fur et à mesure de mes recherches, donc en partant du Japon et en élargissant sur ces colonies, j'ai rencontré un certain nombre d'objets, de documents. Je travaillais avec un certain nombre de cinémathèques qui m'ont amené à voir qu'effectivement, le Japon, en tant que modèle de modernité, avec la naissance du cinéma dans ce modèle-là, avait diffusé le cinéma sur ces territoires et que finalement, le modèle économique, institutionnel, industriel du cinéma en Corée, à Taïwan, était très directement lié au modèle japonais. D'ailleurs, c'était le cinéma japonais et le Japon l'a diffusé suivant exactement les mêmes modalités que celles qu'il a utilisées sur son propre territoire, simplement parfois avec un petit temps de retard lié à l'émergence du cinéma de fiction au Japon. C'est le moment où, en gros, le cinéma va apparaître vraiment aussi en Corée et à Taïwan, c'est en 1905. Et c'est un modèle qui peut, a priori, être étendu aussi au cinéma chinois dans les années 20-30. Il me semble que c'est le modèle qui est repris du Japon. L'idée de prendre le Japon comme point de vectorisation pour aborder tous ces cinémas a aussi comme élément de pertinence, il me semble, le fait que justement le Japon était le seul pays moderne de la région Asie, le seul à s'être ouvert à cette modernité dès le 19e siècle. Donc il était bien équipé finalement d'un point de vue à la fois théorique et pratique lorsque le cinéma est arrivé. Et tous les pays des alentours, et c'est aussi dans ce mécanisme-là que ça inclut la Chine, les élites de ces pays, artistiques, intellectuelles, économiques, sont allées faire leurs études au Japon, donc ont été directement imprégnés par ce modèle-là. Donc on a un phénomène de rayonnement qui me paraît assez évident et qui transparaît finalement à travers ce travail. Ce n'était pas un présupposé lorsque j'ai commencé l'écriture du livre. C'est arrivé en filigrane, mais c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des recherches et des découvertes, s'est imposé à moi de manière évidente. Dans le livre, je garde une certaine réserve par rapport au cinéma chinois. Donc d'ailleurs, dans le partage, il y a généralement le Japon avec ses colonies d'un côté et la Chine de l'autre. Mais finalement, la Chine est vraiment prise dans le même modèle. Le Japon est un pays qui fonctionne beaucoup par le réseau, par l'appartenance à des institutions. Donc il a fallu que j'appartienne à une institution précise, qu'on appelle le Nichibunken, qui est le Centre international de recherche en études japonaises, qui est situé à Kyoto, et la construction d'un réseau pour pouvoir accéder aux archives du film de Tokyo de façon officielle et permettre, grâce à un conservateur adjoint là-bas qui s'appelle M. Daibo, de réunir un certain nombre de films. Donc on a essayé de concentrer ensemble, et avec l'aide du Nichibunken, tous les films de fiction japonais réalisés entre 1909 et 1926, mais qui a été une découverte absolument passionnante, et donc voir des films complètement inconnus, y compris au Japon. Dans ces découvertes, il y a notamment une quinzaine de films que j'ai pu voir qui ont été réalisés entre 1923 et 1925, c'est-à-dire juste après le grand tremblement de terre de Kanto, donc période de reconstruction qui a suivi, et l'impact que ça a pu avoir sur la société avec des récits très forts qui mettent en avant la solidarité indispensable des Japonais entre eux pour que la société puisse se reconstruire. Une lutte farouche comme programme un peu démagogique à l'intérieur du cinéma pour lutter contre l'individualisme qui pourrait nuire à une reconstruction. Il y a eu comme ça deux films très très beaux. L'un qui raconte l'histoire
d'un entrepreneur qui, avant le tremblement de terre, est justement une personne extrêmement égoïste, qui exploite ses ouvriers pour gagner beaucoup d'argent, qui va tout perdre dans le grand tremblement de terre, et qui, résultat, reconstruisant son entreprise, va être dans une idée de partage avec ses ouvriers et de vraiment coopération.